Bon, décortiquons un peu tout ça. Aujourd'hui, on entame une plongée au cœur de sources assez exceptionnelles. On travaille à partir d'un document central. Mhm. C'est un texte dense, profondément philosophique en fait, qui s'intitule La femme.docs. Ouais, avec un sous-titre qui donne tout de suite le ton d'ailleurs. Exactement. Éloge de la femme, le mystère de l'amour. Et la mission de notre exploration d'aujourd'hui, c'est d'essayer de saisir l'essence du principe féminin. Vaste programme. Très vaste. Mais attention, on met tout de suite de côté l'idée d'un simple rôle biologique ou d'une construction sociale basique, quoi. Les sources qu'on a sous les yeux nous poussent vraiment à voir le féminin comme une force d'élévation, C'est ça. presque une clé de voûte universelle en fait. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on n'est pas du tout face à une théorie moderne ou à un concept de développement personnel à la mode, tu vois. Ah non, on est loin des tutos bien-être. Totalement. L'analyse qui est proposée dans ces pages transcende littéralement les époques et les frontières. Des philosophes de la Grèce antique aux sagesses taoïstes, en passant par les traditions chamaniques. Ou la mystique soufie même. Exactement. Le document met en lumière une sorte de vérité anthropologique indéniable. Dans presque toutes ces traditions, le féminin a toujours été perçu comme une présence qui relie l'humanité à une dimension plus vaste. À un ordre cosmique. Ouais, c'est une constante qui force le respect, franchement. Et honnêtement, c'est ce qui rend la discussion d'aujourd'hui si vitale pour tout esprit curieux. Quand on regarde notre époque, on est tellement bombardé par une vision cynique, Transactionnel même. complètement transactionnelle des relations. On swipe à droite, on swipe à gauche, on évalue des profils comme on ferait ses courses au supermarché. C'est exactement ça. Alors tomber sur une perspective millénaire qui remet la poésie et la transcendance au centre de la relation à l'autre, ça bouscule. Ça oblige à repenser complètement la mécanique de l'attraction. D'ailleurs, commençons par là. Par la première partie de notre source qui aborde la beauté. Mais le texte prend bien soin de préciser qu'on est à des années-lumière de la beauté des magazines ou des filtres de réseaux sociaux. Ah oui, on est sur une toute autre dimension. L'auteur décrit la beauté non pas comme une symétrie parfaite ou une norme esthétique, mais vraiment comme un choc. À choc. Ouais, une première vibration en fait. C'est le moment très précis où la simple apparence physique bascule vers ce que le texte appelle la présence. Et ça, c'est une distinction que les cultures anciennes avaient très bien cartographiée. Attends, du coup, la différence entre apparence et présence, ça se matérialise comment concrètement? Parce que le mot présence peut paraître un peu abstrait. C'est vrai, ça peut l'être. Les Grecs utilisaient le concept de to kalon, qui désigne une beauté qui élève l'âme, pas juste qui flatte la rétine. D'accord. Mais l'exemple le plus parlant dans nos sources vient de la Chine antique, avec l'idée du chêne. Le chêne, c'est littéralement l'âme ou l'esprit qui rayonne à travers le visage. Ah ouais. Donc c'est l'explication de ce phénomène où une personne qui ne coche pas forcément toutes les cases des standards de beauté classiques, elle entre dans une pièce et soudain, tout le monde se tourne vers elle. Exactement. Cette espèce de magnétisme qu'on n'arrive pas du tout à expliquer. C'est la présence. C'est la beauté devenue vivante et animée. En Inde, on parlait de rasa, une espèce de saveur intérieure profonde. Le rasa. D'accord. Et cette présence, selon le document, elle ne fait pas qu'attirer l'œil. Elle réveille la conscience de celui qui la regarde. Elle produit une lumière qui s'éprouve physiquement et intellectuellement. Alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on accepte cette définition de la présence, ça oblige à redéfinir totalement ce qu'elle désire. Absolument. Et c'est là que j'ai envie de bousculer un peu les choses. Parce que, biologiquement, culturellement, on nous répète que le désir, c'est un appétit. Un manque à combler. Voilà. C'est une pulsion physique, une volonté de consommer pour se satisfaire, un truc très ancré dans le sol, très très reptilien, quoi. Mais le texte renverse cette table-là, non? Il la renverse complètement en s'appuyant sur des fondations philosophiques massives. Si on regarde du côté de Platon ou des mystiques soufis qui sont longuement cités d'ailleurs, Oui, il y a de longues citations là-dessus. le désir authentique n'est pas une gravité qui tire vers le bas. Au contraire, c'est une force ascendante. C'est décrit comme la nostalgie de l'infini. La nostalgie de l'infini. C'est une formule magnifique, ça. Mais ça veut dire quoi en pratique, quand quelqu'un ressent ce désir? Ça veut dire que lorsque l'homme perçoit cette harmonie incarnée par la femme, cette fameuse présence dont on parlait, l'élan qui naît en lui n'est pas une impulsion de possession brute. Il ne veut pas la prendre, du coup. Non, il veut s'élever à sa hauteur. La lumière qu'il voit chez l'autre lui rappelle brutalement ce qu'il pourrait devenir de plus noble lui-même. C'est un sacré changement de paradigme. Totalement. Le désir se transforme alors en une invitation hyper exigeante. C'est un mouvement vers sa propre grandeur. D'accord, donc le désir n'est pas juste « je te veux », c'est plutôt « tu me donnes envie d'être meilleur ». C'est ça.
C'est une dynamique d'élévation, vraiment. Et cette élévation, d'après les sources, elle est propulsée par ce qu'elles appellent les forces invisibles du féminin. La douceur, la grâce, l'intuition. Prenons la douceur, par exemple. Grand sujet. Ah oui, là encore, on a un vrai problème de traduction dans notre monde moderne. Dans l'univers de l'entreprise, ou même dans la vie de tous les jours, on confond constamment douceur et faiblesse. Constamment, oui. On a vraiment l'impression que pour être fort, il faut aboyer, dominer, prendre toute la place, taper du poing sur la table. C'est une erreur de lecture monumentale que le texte corrige d'ailleurs en allant puiser dans les sources taoïstes. Ah oui, le passage sur le Tao est super intéressant. Dans le taoïsme, le principe du yin, qui est l'essence même du féminin, n'a absolument rien à voir avec la soumission ou la passivité. L'analogie utilisée, c'est celle de l'eau. Oui, l'eau. C'est brillant comme image. L'eau paraît faible parce qu'elle cède. Elle s'adapte à la forme du récipient. C'est ça. Elle cède en apparence, elle contourne l'obstacle. Mais sur la durée, l'eau est la force la plus destructrice et la plus puissante de la nature. C'est elle qui évite les montagnes. Et qui creuse le Grand Canyon. Elle ne lutte pas frontalement, elle n'a pas besoin de faire du bruit ou de se gonfler d'ego. Elle enveloppe, elle use, elle transforme. C'est fascinant. La douceur féminine est décrite dans ce document de la même manière. C'est la tranquillité d'une force souveraine. Elle n'a tout simplement pas besoin de dominer pour s'imposer. Et cette idée de force tranquille, on la retrouve quand le texte aborde le concept de grâce. Parce qu'il y a une ligne très claire qui est tracée pour séparer la grâce de la simple élégance. Oui, l'élégance, c'est extérieur. Exactement. L'élégance, on peut l'acheter. C'est un vêtement bien coupé, c'est une posture apprise. Mais la grâce, c'est défini comme la transparence de l'âme. C'est une façon d'être au monde. Je lis ça un peu comme la capacité de quelqu'un à désamorcer une situation tendue juste par sa façon de se taire ou d'écouter, sans jamais avoir à hausser la voix. C'est l'influence sans la contrainte, tout à fait. Et cette grâce s'articule avec une autre notion souvent caricaturée, l'intuition. Le fameux instinct féminin. Voilà. Le document refuse catégoriquement de réduire l'intuition féminine à une sorte de flair mystique ou d'instinct animal, du genre « elle sent quand on lui ment ». C'est beaucoup plus profond que ça. Comment les sources élèvent-elles ça alors? Elle ramène ça au concept grec du nous. N-O-U-S avec un accent circonflexe. C'est ça. Le nous, c'est l'intelligence immédiate, la vision directe de l'esprit. L'intuition n'est pas irrationnelle, elle est suprarationnelle. Donc au-dessus de la raison classique. C'est une résonance avec le tissu même du monde. Au lieu de déduire les choses point par point comme un algorithme, cette forme d'intuition capte la globalité d'une situation. Elle voit l'ensemble de l'échiquier. Elle sent les non-dits, l'invisible, les tensions souterraines. C'est ce qui permet de guider une famille, une communauté ou un partenaire sans jamais avoir besoin de diriger explicitement. C'est fascinant de voir comment ces concepts s'emboîtent. Et ce qui me souffle le plus, c'est le tour du monde que propose le texte. On réalise que ce principe féminin n'est pas le monopole d'une seule culture. C'est vraiment un archétype universel. Si on part en Inde, par exemple, on tombe sur un concept mythologique incroyable, non? Oui, la source détaille longuement le concept de Shakti dans la tradition hindoue. La Shakti. C'est l'énergie primordiale. L'analogie est très claire. Quand on imagine le grand dieu Shiva, le principe masculin, on le voit comme une conscience pure, absolue. Mais sans Parvati, son pendant féminin, Shiva est considéré comme inerte. Il ne bouge pas. Il est comme une ampoule sans électricité. C'est le féminin, la Shakti, qui apporte le mouvement, la chaleur, la vie. Sans elle, le masculin ne peut pas s'actualiser. Il reste à l'état de potentiel figé. Et si on se déplace en Grèce antique, on voit que le féminin n'est pas un bloc monolithique non plus. Les Grecs avaient compris la complexité de cette force en la divisant en plusieurs figures. Athéna, Artémis, Oui, Athéna, qui n'est pas juste une guerrière, mais la sagesse claire, l'intelligence stratégique. Il y a Artémis, qui est la femme sauvage, la souveraineté intérieure que personne ne peut dompter. Et puis Hestia, le centre immobile, le feu sacré du foyer. tout le spectre est couvert. Mais l'exemple qui m'a vraiment fait m'arrêter en lisant, c'est dans la tradition juive. Le terme « ézer », « kenegdo ». Ah oui, ça c'est un point de bascule intellectuel majeur dans notre document. Ezer Kenegdo, ce sont les mots hébreux utilisés dans la Genèse pour décrire la première femme. Et le problème, c'est la traduction.
Pendant des siècles, ça a été traduit par une aide semblable à lui ou un Et soutien. cette traduction a fait des dégâts immenses, parce que ça donne l'image de la femme comme une assistante, un second rôle, un personnage de soutien à l'homme. Exactement. Alors que l'analyse étymologique rapportée par le texte montre que kenegdo signifie littéralement qui se tient face à lui, Face à lui. en opposition ou comme un miroir. Ce n'est pas une subordonnée. C'est une force à part entière qui lui fait face pour le révéler à lui-même. C'est un face-à-face existentiel. C'est tellement plus puissant qu'une simple aide. D'ailleurs, la Kabbale, la tradition mystique du judaïsme, associe la femme à la malkout, c'est-à-dire la souveraineté, le point culminant où l'énergie spirituelle prend enfin forme dans le monde réel. Et on pourrait continuer ce tour du monde pendant des heures. Les sources mentionnent les cultures chamaniques et amérindiennes où la femme est la gardienne du cercle, avec des figures mythiques comme la femme bison blanche et les Lakota, qui amènent l'ordre cosmique. Ou au Japon, Oui, le Japon, où l'essence féminine est liée au wa, l'harmonie sociale, et au shibui, cette idée d'une beauté simple, profonde, presque austère, mais infiniment riche. cela soulève une question importante. Le document n'élude pas le problème d'ailleurs. Il y a un contraste absolu, violent même, entre cette sacralisation vertigineuse dans les mythes fondateurs et la réalité historique de la condition féminine. Oui, le retour à la réalité fait mal. Le texte procède ici à une analyse strictement factuelle et impartiale pour comprendre ce grand écart. Il observe comment l'histoire a souvent été le théâtre d'une répression systématique de cette même lumière qu'elle célébrait dans ses textes. C'est un passage dur, mais nécessaire à lire. Le document utilise l'exemple d'Ève. Dans les racines du mythe, on vient de le voir, Ève représente la conscience vivante. Elle est celle qui veut savoir, qui veut connaître, qui s'étire vers la lumière. Le principe d'évolution. Mais l'interprétation religieuse dogmatique qui a suivi l'a métamorphosée en symbole de la chute, de la culpabilité, de la tentation. Elle est devenue la fautive. C'est le paradoxe de nombreuses traditions religieuses. La source souligne très impartialement que ce dogme de la culpabilité contraste violemment avec les premiers temps du christianisme, par exemple. Avec Marie-Madeleine. Oui, des figures comme Marie-Madeleine étaient considérées comme des apôtres parmi les apôtres, porteuses d'une intuition spirituelle aiguë. Et on retrouve une dichotomie similaire dans l'islam étudié dans le texte. Oui, entre l'institutionnel et le mystique. Précisément, d'un côté, on a la mise en place progressive de règles sociales et juridiques restrictives, encadrant les mouvements et l'expression des femmes, et de l'autre, en parallèle, la floraison du soufisme. Où là, c'est tout l'inverse. Totalement. Des penseurs immenses comme Ibn Arabi écrivaient noir sur blanc que la contemplation de Dieu dans la femme est la plus parfaite des contemplations. Pour eux, le féminin était la manifestation ultime du divin sur terre. Donc on a, au sein d'une même histoire, l'enfermement physique et l'élévation mystique absolue. C'est vertigineux. Des pieds bandés en Chine antique ou d'autres formes de mutilation. Ce qui est bouleversant là-dedans, c'est l'explication psychologique et anthropologique que l'auteur en tire. L'idée reçue, c'est que ces violences prouvent la vulnérabilité de la femme face à un système oppressif. Mais le texte dit l'inverse. C'est ça. L'analyse soutient que toutes ces structures d'enfermement, ces violences symboliques ou physiques, ne sont pas nées d'un sentiment de supériorité masculine, mais d'une peur viscérale. Une peur de quoi exactement? De cette présence dont on parlait au début? Exactement. La peur d'une force silencieuse, d'une intuition globale et d'une puissance d'être que l'ego masculin ne pouvait ni comprendre par la logique, ni dominer par la force brute. Donc, on détruit ce qu'on ne peut pas contrôler. Casser les pieds d'une femme pour qu'elle ne puisse plus marcher, c'est l'aveu pathétique d'un système terrifié à l'idée qu'elle puisse s'échapper ou le dépasser. L'oppression, vue sous cet angle, n'est que la tentative désespérée de contenir une grandeur qui déborde les cadres rassurants du pouvoir établi. C'est une grille de lecture qui change tout, franchement. Hein. Alors, quand on a dit ça, quand on a traversé cette mythologie grandiose et cette histoire souvent tragique, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Comment ça s'applique aujourd'hui? Voilà. Un mardi matin dans une cuisine, quel est l'impact de ce principe féminin sur nos vies ordinaires? Le texte aboutit à l'idée d'une élévation par la relation. Et j'adore cette image, la femme devient un horizon. L'horizon, c'est ce qui donne la direction. L'auteur explique que par sa simple présence, lorsqu'elle est pleinement incarnée et accueillie, la femme force l'homme à se redresser. C'est physique presque. C'est un mécanisme gravitationnel. Elle n'a pas besoin de faire la morale, de formuler des ultimatums ou d'exiger des choses. Son seul regard, son niveau d'exigence ontologique,
oblige l'autre à chercher sa propre verticalité, à devenir la meilleure version possible de lui-même. Et ça nous amène à cette notion très poétique abordée par les sources, les êtres particuliers. J'ai trouvé ça magnifique en lisant le doc. Ah oui, c'est un très beau passage. C'est l'idée que cette présence, cet horizon, ce n'est pas réservé à une élite hollywoodienne. On connaît tous des couples où l'un des deux, ou les deux, nous semble tout à fait banal. On se dit parfois avec un regard extérieur très cynique, qu'est-ce qu'il se trouve? C'est vrai qu'on a tous pensé ça un jour. Mais le texte explique que dans le regard de l'autre, ils deviennent des absolus. C'est la magie de la reconnaissance. Pour le reste du monde, cet homme ou cette femme peut disparaître dans la foule. Mais pour la personne qui a su capter son chêne, sa présence véritable, cette rencontre est un séisme. Un seul regard échangé, et c'est une révélation qui modifie la trajectoire de 2 vies. Sauf que le texte est très clair, ce n'est pas parce que la foudre tombe que le travail est fini. La rencontre, ce n'est que le point de départ. Si l'on relie cela à une perspective plus large, l'auteur insiste sur le fait que le couple n'est pas une entité passive qui tiendrait par l'opération du Saint-Esprit. Le couple est une œuvre d'art. Une œuvre d'art en construction constante. L'amour brut, l'attraction, c'est l'argile. Mais ensuite, il faut la précision, la patience et parfois la rigueur d'un sculpteur. Le quotidien, le fameux mardi matin dans la cuisine dont tu parlais, c'est l'atelier. C'est là qu'on taille, qu'on ajuste. Et dans ce travail exigeant, le texte suggère que le féminin porte souvent le rôle crucial de la mémoire. La mémoire de l'élan initial. Oui, la gardienne de la flamme. Quand la fatigue, les factures et la routine menacent d'aplatir la relation, c'est souvent cette sensibilité féminine qui rappelle au couple l'étincelle première, l'horizon partagé. Tout ça pour empêcher l'œuvre d'art de se fossiliser. Ce qui nous permet de tirer les grands fils de cette exploration. Si on résume la pensée de ce document foisonnant, la femme, le principe féminin, n'est pas une variable d'ajustement de l'humanité. Sûrement pas. Elle est la mémoire du divin. Elle est là pour nous rappeler, de manière charnelle, vivante et quotidienne, que l'être humain a une âme. Et que l'amour ne se résume pas à un arrangement pratique, mais doit toujours être une ascension. Une ascension constante, oui. Et je trouve ça fort que le texte insiste là-dessus. Avoir cette vision très idéalisée, ce n'est pas être naïf. Dans notre monde actuel, qui adore tout déconstruire, tout réduire à de la chimie ou de la sociologie, maintenir cette vision sacrée de l'autre, c'est un pur acte de résistance. C'est refuser de capituler face à la médiocrité ambiante. Exactement. C'est d'ailleurs exactement sur ce défi que le document se referme, dans ce fameux passage intitulé Le poème des mystères. Ah, ce poème. La conclusion de l'auteur est vertigineuse. Il dit en substance que la rencontre amoureuse, le coup de foudre, ce n'est pas le plus grand des mystères. La rencontre, c'est le hasard, ce sont les phéromones, c'est la probabilité. C'est la biologie en somme. Non, le seul vrai mystère de l'amour, c'est la décision humaine, libre et délibérée, de rester émerveillés l'un par l'autre, malgré le temps qui passe. Décider de rester émerveillé, ce n'est pas une émotion passive qu'on subit, c'est un choix actif. C'est incroyable comme idée. C'est un choix actif. Et ça me pousse à une réflexion qui dépasse le cadre strict du texte, mais qui me semble cruciale aujourd'hui. L'auteur nous dit que l'amour véritable exige cette attention soutenue, ce focus absolu sur la beauté et la profondeur de l'autre. Oui, Mais quand on regarde notre réalité numérique, nous vivons dans une économie de l'attention qui nous dresse à swiper, à passer à autre chose toutes les 3 secondes, à consommer des milliers de visages par jour sur nos écrans. c'est terrifiant, mis en perspective comme ça. Si la survie de cette forme d'amour magnifique, de cette œuvre d'art dont parle le texte, dépend de notre capacité à maintenir une attention profonde et un émerveillement exclusif, Qu'est-ce qu'on devient? est-il possible que notre mode de vie actuel soit tout simplement en train de nous rendre biologiquement et neurologiquement incapables de vivre ce genre d'amour? Et si c'était le cas, comment faire pour récupérer notre capacité à faire attention à l'autre? C'est la grande question de notre époque. C'est une question vitale, oui. Et je pense qu'il faut laisser chacun repartir avec ça en tête aujourd'hui.